Mesdames, Messieurs, cette année, la figure d'Ulysse n'a cessé de revenir à nous. L'Ulysse d'Homère, de Papinien, de Dante Alighieri. Nous prendrons congé du cours sous le signe d'un autre Ulysse, celui du poète britannique Alfred Tennyson, poète lauréat de la reine Victoria. Un Ulysse, enfin, revenu à Ithaque, mais incapable de se croire arrivé. Un homme pour qui le retour n'est pas un terme et qui, sitôt le porte atteint, ne rêve que d'un autre départ. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. Je ne puis renoncer au voyage. Je boirai la vie jusqu'à la lie. Toujours, je goûtais des grandes joies et des grandes souffrances. Que ce fût avec ceux qui m'aimaient ou seuls, sur terre ou lorsqu'au travers des brumes courant au vent, les pluvieuses hyades tourmentaient la mer obscure. Je me suis fait un nom, car toujours errant avec un cœur avide, j'ai beaucoup vu et connu. Je fais partie de tous ceux que j'ai rencontrés. Pourtant, toute expérience est une arche à travers laquelle luit ce monde inexploré dont l'horizon s'efface à jamais, sans fin, à mesure que j'avance. C'est un magnifique déploiement de la métaphore conceptuelle de la vie comme voyage et surtout du savoir comme quête, justement comme recherche. Vous savez que le mot histoire signifie recherche. Une vision qui convient parfaitement pour clore ces 2 années consacrées aux métaphores corporelles dans le langage des juristes romains. Un sujet que nous avons longuement approfondi, mais qui ne cesse de nous offrir de nouvelles paroles et de nouveaux textes à explorer. Chemin faisant, tout analysant chaque métaphore dans son contexte propre, j'ai souligné le cadre théorique de référence que cette année, une série de conférences sous le titre « Dire les choses autrement, qu'est-ce que la métaphore ?» est venue renforcer. La dernière conférence étant celle que donnera cet après-midi à 16h le professeur Carlo Ossola. Comme une arche à travers laquelle luit ce monde inexploré dont l'horizon s'efface à jamais, sans fin à mesure que j'avance, dit Tennyson. Mon Ithaque, à moi désormais, serait de transformer ce parcours en un livre, tout en sachant qu'il n'épuisera jamais le sujet. Il ne s'agit donc pas aujourd'hui, dans cette ultime séance, de tirer des conclusions, mais plutôt de travailler autour d'une métaphore que les juristes romains eux-mêmes désignaient comme telle. Autrement dit, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'un cas assez rare où notre réflexion de chercheur, menée depuis une position externe, vient rejoindre de plus près celle que les juristes eux-mêmes ont élaborée sur leur propre langage. Donc c'est un cas où notre réflexion rejoint celle des anciens eux-mêmes. Suivant cette métaphore, nous verrons à quel point il est aisé de passer de l'argent à l'homme et des vicissitudes d'un patrimoine aux âges de la vie. Là où tout tend à se déshumaniser, nous comprendrons ainsi, une fois encore, la place centrale de l'humanité dans la culture classique. Le mot d'aujourd'hui est peculium, pécule. Il existe sans aucun doute un lien avec le mot latin pecunia, mais un lien d'une nature quelque peu différente de celui qu'on l'établit habituellement. Le mot pecunia vient de pecus, signifiant bétail.
pecunia désigne donc d'abord la richesse en bétail. Ensuite, par synecdoque, pecunia vient à désigner toute forme de richesse, pas seulement en bétail. Enfin, par métonymie, elle vient à désigner la monnaie elle-même, c'est-à-dire l'instrument et la mesure de la richesse, l'argent. Quant au mot peculium, les juristes l'expliquaient ainsi. Le peculium est ainsi appelé comme une sorte de petite somme, pusilla pecunia, petite somme, ou de petit patrimoine, patrimonium pusillum. Alors, celle qu'Ulpien nous livre ici est en réalité une fausse étymologie, c'est-à-dire une parétymologie du type que nous avons appris à connaître, car le rapport entre le mot est en réalité un peu différent. Alors, peculium est bien un diminutif, mais il ne dérive pas de pecunia, pas ce rapport direct. Peculium est formé directement sur pecus, le bétail. À l'origine, peculium désignait donc une petite portion, il s'agit d'un diminutif, une petite portion du troupeau laissé à l'esclave chargé de le faire paître. Mais lorsque pecunia s'impose au sens d'argent et de patrimoine, un lien direct s'établit rétrospectivement, donc d'une certaine façon faussement, entre les deux termes, pecunia et peculium, comme si peculium était le diminutif de pecunia, ce que l'on voit dans le texte d'Ulpien. Alors, comme ça arrive souvent avec leur étymologie erronée, les juristes touchent au fond un point juste, le peculium en vint effectivement à désigner une petite portion du patrimoine d'un individu, disons d'un père de famille, que celui-ci attribuait à un esclave ou à son fils, qu'il soit formé ce patrimoine d'argent ou de tout type de biens. Alors, essayons d'approfondir cette figure étrange qu'est le peculium, qui est comme un pont suspendu entre ce qui existe et ce qui n'existe pas, entre le droit et la nature. Car dans le théâtre du droit, sur sa scène, en tant que protagoniste, seul existe le père de famille, l'individu qui n'est soumis au pouvoir de personne, qui s'appartient à lui-même. Il est, dit-on, sui iuris, de son propre droit. Vous voyez le génitif, sum, ius, sui iuris, il s'appartient. Personne n'a un pouvoir sur lui. L'esclave, et même le fils de famille, avec des différences entre les deux que nous pouvons ici négliger, n'existe pas vis-à-vis des tiers. Donc, ce sont le pouvoir du père de famille qui pèse sur eux les invisibilise, en quelque sorte, vis-à-vis des tiers. Alors, voilà pour le droit. Mais pour la nature, ce sont des hommes capables d'agir dans le monde, d'interagir avec les autres, et capables aussi, c'est un point capital, en tant qu'êtres moraux, même l'esclave était considéré comme tel, de prendre des engagements dont on entendait qu'ils soient respectés. L'esclave, le fils de famille, à plus forte raison, étaient considérés comme des êtres moraux en tant qu'êtres humains, car la nature donne aux êtres humains d'être raisonnables,
Et donc la raison est la racine de la moralité, selon les anciens. Donc il s'agit d'humains doués de ce côté moral. Le peculium, dont nous parlons aujourd'hui, est donc le pont qui met en communication ces réalités, ces dimensions incompatibles, dont le contact n'est rendu possible, nous allons le voir, que par une torsion des lignes et des mots. L'ambiguïté, la torsion même, tient au fait que le peculium demeure juridiquement la propriété du maître. Le peculium demeure juridiquement la propriété du maître ou du père, donc il s'agit plus ou moins de la même personne, mais vis-à-vis de l'esclave et du fils. Donc le peculium demeure juridiquement la propriété du maître ou du père de famille, tout en étant laissé à la disposition de l'esclave ou du fils de famille afin de leur permettre d'exercer une activité économique relativement autonome. Petit patrimoine affecté à ceux qui en droit n'existent pas par eux-mêmes, le peculium œuvre ainsi un espace intermédiaire entre dépendance et indépendance. Parlons d'abord de cette séparation. Peu de choses font mieux comprendre la nature ambiguë du pécule que la manière dont cette séparation était conçue. Entièrement unilatérale, gérée de façon exclusive par le père de famille, cette séparation ne suppose nullement une relation d'égalité entre le père de famille et l'esclave ou le fils. Le juriste Pomponius, au IIe siècle après Jésus-Christ, l'affirme avec la plus grande netteté. Le peculium ne consiste pas en ceux dont l'esclave aurait tenu une comptabilité séparée de celle du maître, mais en ceux que le maître lui-même a séparés, en distinguant sa propre comptabilité de celle de l'esclave. En effet, puisque le maître peut à tout moment retirer entièrement le peculium de l'esclave, l'augmenter ou le diminuer, il faut avoir égard non pas à ce que l'esclave a fait lui-même, mais à ce que le maître a fait afin d'attribuer un peculium à l'esclave. En lisant ce texte, on a l'impression que c'est presque comme si Pomponius voulait dissiper un doute, puisqu'il part d'une négation. Ne vous laissez pas tromper, dit-il, par ce qui apparaît à la surface dans la vie quotidienne lorsque vous voyez un esclave gérer son petit pécule comme s'il était à lui. Cela, ce n'est que de l'économie ou de la sociologie. Du point de vue du droit, le peculium ne naît pas du fait que l'esclave commence à tenir une comptabilité pour son propre compte. Que ça ne vous étonne pas, parce que les esclaves étaient souvent très instruits, surtout ceux qui étaient au contact des affaires économiques dans une société où un rapport trop direct à l'argent n'était pas considéré comme honorable pour les grandes familles. En posséder d'argent, oui, mais le manier, non. Donc, les esclaves étaient tout à fait capables, souvent des techniciens, des agents comptables, dirait-on, mais juridiquement, le petit patrimoine de l'esclave n'est né pas au moment où il commence à mettre quelque chose de côté et à le noter soigneusement sur un papyrus ou sur une tablette de cire, donc adressée à un état patrimonial. Non,
le pécule commence seulement lorsque c'est les maîtres, nous dit Pomponius, qui décident d'indiquer dans ses propres comptes une colonne séparée pour le pécule de l'esclave. Et pourquoi? C'est simple. Juridiquement, l'esclave lui-même appartient au maître. Ça c'est le point tout à fait désespérant et génial, il est lui-même, l'esclave, inscrit dans les comptes de son maître, comme une entrée de son patrimoine. Les choses que l'esclave considère comme siennes, une tunique, de la nourriture, un cheval, sont en réalité des biens appartenant au maître, exactement comme l'esclave lui-même. Et c'est seulement lorsque le maître décide d'ouvrir dans ses comptes une sorte d'espace privilégié, de circonscrire certains de ces biens et de les mettre en relation avec tel esclave, que le peculium prend forme, une forme qui pourtant apparaît aussitôt ambiguë, quelque chose qui existe, mais qui n'existe qu'à l'intérieur du patrimoine du maître, donc qui n'existe pas. Alors, avant de quitter ces diapos, alors ici, disons, pour le but de l'explication, c'était très bien, je pense que ça rend vraiment l'idée, mais du point de vue historique, il ne s'agit pas d'un maître avec ses esclaves ou ses fils, mais il s'agit des ancêtres. Je ne dis pas pour vous, parce que vous êtes bienveillants, mais je le dis pour mes collègues juristes qui sont ici, qui vont après me poser des questions assez pointues. Il y a donc, en somme, une dissociation entre le sujet et les patrimoines. Normalement, lorsqu'on parle de sujet de droit, le sujet de droit, c'est celui qui est titulaire d'un patrimoine. Mais ici, nous avons un patrimoine, le peculium, qui est dissocié de son titulaire. Il y a une dissociation entre celui qui gère effectivement cette sorte de patrimoine et celui qui en demeure juridiquement le titulaire. Mais comment cette titularité dissociée fonctionne-t-elle concrètement? Alors, plaçons-nous du point de vue de l'esclave. S'il achète un bien entier, imaginons une poule, la propriété en revient immédiatement à son maître. L'esclave fonctionne ici comme un simple instrument d'acquisition, presque comme la main du maître lui-même. Pour rendre intelligible ce mécanisme, les juristes recourent à une métaphore fondée sur une forme de synecdoque. L'homme y est conçu comme une articulation de corps et d'esprit, et l'acquisition de la possession comme une opération qui suppose la convergence de ces deux composantes tout en ouvrant la possibilité de leur dissociation, de leur répartition entre deux individus distincts. Ainsi, lorsque l'esclave prend matériellement possession d'une chose, il en fournit en quelque sorte le corps, tandis que le maître en apporte l'esprit, c'est-à-dire l'intention juridique. C'est ce que dit Paul, un juriste que nous avons rencontré plusieurs fois cette année et l'année dernière, il y a 2 ans. Du reste, nous possédons par notre esprit, même au moyen du corps d'autrui. Nous possédons par notre esprit au moyen du corps d'autrui, comme, dit-il, nous l'avons déjà montré, notamment par l'intermédiaire de l'esclave. Et il ne doit pas nous troubler que nous possédions aussi certaines choses à notre insu,
à l'insu du maître, à savoir celles que les esclaves ont acquises dans le cadre de leur peculium, car on considère que nous possédons ces choses par l'esprit et par le corps de ces mêmes esclaves. Alors, le texte part précisément de cette règle que seul un texte juridique peut se permettre d'énoncer sans provoquer d'étonnement. La possession peut être acquise et conservée par notre esprit, mais par l'intermédiaire du corps d'autrui. Dissociation singulière. Nous sommes tellement habitués à voir les juristes recourir à des métaphores que nous les acceptons sans surprise. Or, le cas évoqué par Paul concerne précisément l'esclave. Cela signifie que celui-ci acquiert au profit du maître, dont il constitue, pour ainsi dire, une extension corporelle, un véritable avatar juridique. Ainsi, lorsqu'un tiers transmet une chose à l'esclave, c'est le maître qui en devient possesseur. Et, ajouterai-je, lorsqu'il s'agit d'un bien dont la propriété se transfère par la simple tradition, le maître en devient même propriétaire, donc possession, propriété. Mais Paul se montre aussitôt plus vigilant, comme pour répondre par avance à l'objection d'un interlocuteur potentiel ou pour éprouver lui-même la solidité d'une règle dont il perçoit l'audace. Parfois, lorsque l'acquisition porte sur des biens relevant du pécule, dit-il, la possession est acquise même à l'insu du maître, qui ignore que l'esclave a reçu la chose. Alors, voyez-vous la difficulté? Alors, selon la règle, l'esclave fournit le corps, tandis que le maître fournit l'esprit. Mais si le maître ignore l'acquisition ou la possession, comment pourrait-il apporter l'esprit, l'intention? Alors, Paul résout la difficulté ainsi. Dans ce cas, pour le bien qui compose le pécule, l'esclave possède à la fois corpore et animo, et, les deux qui font un. Mais, de nouveau, comment expliquer cette règle vu que normalement l'esclave n'apporte que son corps à l'acquisition de la possession et l'intention relève de son maître? Le mot décisif ici est pecuniariter. Il s'agit d'un adverbe qui signifie à titre de pécule, dans le cadre du pécule. Cet adverbe permet de renouer le fil qui semblait faire défaut, de rattacher la possession physique de l'esclave aussi à l'esprit du maître. Qu'est-ce que je veux dire? Vous vous souvenez, c'est le maître qui a constitué le pécule en faveur de son esclave, lorsqu'il a décidé de le comptabiliser séparément. Donc c'est le maître qui a constitué, qui a voulu constituer le petit patrimoine à la faveur de l'esclave, son pécule. Par là même, il a consenti, il a exprimé sa volonté de reconnaître à celui-ci une sphère économique propre, une administration patrimoniale, dans laquelle entrent également les actes d'acquisition de la possession. C'est ce consentement originaire, rappelé par l'adverbe pecuniariter, qui fait que même lorsqu'il ignore, le maître ignore l'acte concret d'acquisition, le maître participe néanmoins par son esprit, son animus, à une situation qui semblerait autrement résulter uniquement de l'animus et du corps, corpus, de l'esclave. Si, grâce à cette construction mentale qui fait de l'esclave une projection du corps du maître,
et parfois même de son esprit, il lui est permis d'acquérir la possession et dans certains cas la propriété au bénéfice du maître. En revanche, les obligations nées des actes accomplis par l'esclave ne grevaient pas directement le patrimoine de celui-ci, du maître. Cette asymétrie, donc on a parlé jusqu'ici de l'acquisition de la possession, qui allait à la faveur du peculium et qui, au fond, allait à la faveur du patrimoine du maître, parce que le peculium n'est qu'une portion du patrimoine du maître. Ici, on parle des obligations. Alors, si l'esclave, dans son activité, contracte une obligation, cette obligation ne grève pas directement le patrimoine du maître. Alors, il y a une asymétrie, on le voit très bien. Il y a les avantages à la faveur du maître et les avantages sont à la charge des tiers. C'est une asymétrie qui est à première vue entièrement favorable, mais qui présentait en réalité un grave inconvénient. Le fait que le tiers ne puisse pas agir contre le maître pour les dettes contractées par l'esclave limitait en pratique énormément l'activité économique des esclaves aux seules opérations au comptant, les tiers s'abstenant dès lors de toute opération à crédit. C'est ici qu'on mesure toute l'importance du pécule pour suppléer le droit civil qui ouvrait ici un vide dans lequel toute initiative économique des esclaves aurait sombré. Le prêteur introduisit une action qui s'appelle actio de peculio, l'action sur le pécule, par laquelle le maître pouvait être condamné pour les dettes contractées par l'esclave à concurrence du peculium et ou de l'avantage effectivement retiré par le maître, qu'on appelle versio, l'enrichissement, et ce qui donne lieu à une deuxième version de cette action dirigée contre le maître de l'esclave qui s'appelle de irrem verso, pour l'augmentation, dans la limite de l'augmentation de l'enrichissement du maître. À l'égard des tiers, ce mécanisme traduisait un principe fondamental du droit romain que Gaius exprime comme toujours sa façon avec l'élégance de la simplicité géniale. Les esclaves peuvent, notre situation juridique peut être améliorée par les esclaves, mais elle ne saurait être détériorée par eux. Alors, faisons un point avant d'aller plus loin. Le peculium se constitue par l'attribution de biens ou de valeurs par le maître, biens et valeurs qui étaient inscrits dans une rubrique distincte, dans une colonne distincte de la comptabilité du maître. L'esclave peut lui-même contribuer à son accroissement, mais quant aux obligations qu'il contracte, le maître, par l'entremise du prêteur, répond à l'égard des tiers, mais seulement dans la limite de biens compris dans le pécule. Alors, vous comprenez maintenant de quelle manière le pécule permet à l'esclave d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du monde de droit. Mais pour rendre pensable cette situation, il faut recourir aux métaphores. Et précisément parce que les métaphores sont des déplacements des mots hors de leur signification propre, elles mettent en relation des idées qui autrement demeureraient incompatibles ou contradictoires. Nous arrivons maintenant à la dernière opération métaphorique, la plus puissante, la plus évidente. C'est Marcien
qui nous la relate. Martien, nous l'avons déjà rencontré, lui également. Il s'agit d'un juriste probablement disciple d'Ulpien. Il écrit vraisemblablement jusqu'au règne d'Alexandre le Sévère qui s'achève en 235. C'est un auteur très didactique, très pédagogique. C'est lui qui se rapproche le plus de Gaius. Mais autant Gaius est limpide et va droit au point, sa qualité propre est, comme nous venons de le voir, la beauté de l'intelligence, autant Martien est travaillé, rhétorique, au sens où il recherche la formule frappante, volontiers sentencieuse, sans dédaigner les images, comme ici, dans ce passage tiré d'une œuvre intitulée Regula, les règles. Donc, il s'agit de propos assez courts qui ont vocation d'être aisément mémorisés et qui ne devraient pas laisser des prises au doute. Le pécule, dit Martien, naît, croît, décroît et meurt. C'est pourquoi Papirius Fronton disait avec élégance, ou c'est-à-dire de façon impeccable, disait avec élégance, mais de façon impeccable, que le pécule rassemble à un être humain. On s'est demandé comment naît le pécule. Les anciens distinguent ainsi, si l'esclave acquiert quelque chose que le maître n'est pas tenu de lui fournir, cela constitue un pécule. Mais s'il s'agit de tunique ou de quelque chose de semblable que le maître est obligé de lui fournir, cela ne constitue pas un pécule. Ainsi donc, le pécule naît de cette manière, il croît lorsqu'il est augmenté, il décroît lorsque les esclaves vicaires meurent et que les biens périssent, il meurt lorsqu'il est retiré. Alors, ce passage s'articule, on le voit très bien, en deux parties. La première, brève, introductive, la seconde qui en constitue le développement. La première est plus imagée, presque suggestive. La seconde ramène l'image au concret du droit. Martien affirme donc que le pécule naît, croît, décroît, meurt. Alors, ces verbes relèvent de la métaphore organique, biologique par excellence. Ce sont les verbes eux-mêmes qui transforment un objet inanimé, ou plus exactement encore un concept juridique, le peculium, un patrimoine, un être vivant. Ils le transforment, ce sont les verbes qui transforment ce concept en un être vivant. C'est l'une des quatre possibilités thématisées par Quintilien. Nous dirions aujourd'hui, par exemple, dans le même mouvement de transformation d'une chose inanimée à une chose animée, la bouche du métro, ou la tête d'un clou. En droit, c'est du même genre, le ius praetorium, le droit prétorien, conçu comme voie vivante du droit civil. Par ailleurs, nous avons vu tout au long de cette année et ici même que les métaphores se logent très souvent non pas dans les substantifs, c'est l'une des choses que je retiens de cette exploration des textes, mais dans les verbes eux-mêmes. Normalement, on les cherche dans les substantifs, mais ce sont les verbes qui souvent charrient les métaphores. Par exemple, si on dit la ville s'éveille lentement, c'est une métaphore qui transforme la ville, un objet inanimé, en un sujet, en un être animé. Le soleil se cache derrière les nuages. Ou lex loquitur, la loi dit. C'est dans le verbe qui se cache la personnification.
Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que les juristes eux-mêmes ont conscience du fait que les métaphores se logent dans les verbes et en tirent explicitement les conséquences. C'est ça qui nous intéresse aussi dans ce texte. Si les pécules naissent, croient, décroît et meurt, c'est donc qu'il est semblable à un homme, comme le remarquait de façon impeccable, élégante, sans faute, donc élégant, comme le remarquait Papirius Fronton, qui était un juriste de la seconde moitié du IIe siècle après Jésus-Christ. Alors, vous avez probablement remarqué que, mis à part quelques exceptions, les juristes sur lesquels nous arrêtons le plus souvent sont compris dans une période plus ou moins d'un siècle, disons de la première moitié du IIe siècle après Jésus-Christ à la période correspondante du siècle suivant. Cela ne veut absolument pas dire que la jurisprudence romaine et la pensée juridique nourrie et élégante est née seulement au IIe siècle après Jésus-Christ, mais cela veut dire que la jurisprudence, les juristes du IIe et du IIIe siècle ont d'une certaine façon retravaillé la pensée des juristes précédents. Et donc dans leurs ouvrages, nous trouvons pas seulement les opinions des juristes plus récents, mais nous trouvons aussi les opinions des juristes précédents. Donc c'est aussi le fait qu'il y a que le droit romain, nous le percevons par des ouvrages littéraires, qui fait que dans les ouvrages les plus récentes, il y a plusieurs couches de pensée juridique. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils sont vraiment appuyés sur leurs prédécesseurs, tout en étant très libre par rapport à la pensée des juristes antérieurs, mais je veux dire qu'il y a une sorte de somme dans les textes les plus récents qui puisent dans les textes précédents. Alors, ce qui est important pour nous, j'y reviens, c'est que Fronton réfléchit sur les 4 verbes qui sont employés pour décrire le cycle du pécule et il en tire une conclusion, c'est-à-dire il se dit, bien évidemment, il y a ici une métaphore. Vous aurez remarqué, du point de vue formel, lorsque Papirius Fronton nous dit que le pécule rassemble similes, rassemble un homme, il n'est plus en train de faire une métaphore, mais c'est une comparaison explicite. Donc vous voyez quel est le passage, quelle est la proximité d'une métaphore en comparaison, une similitude plus explicite. Alors, il est intéressant de voir que Papirius et Marcien, dans son Sillage, choisissent l'homme comme terme de comparaison. Ils auraient pu recourir à n'importe quel être vivant ou à n'importe quel animal qui naît, croît, décroît et meurt. Mais ils choisissent précisément l'être humain, notamment les âges de l'homme. C'est un parallèle que l'on rencontre constamment dans la pensée antique où l'homme et les différentes phases de sa vie servent de modèle pour expliquer d'autres phénomènes. Par cette vision organiciste, l'on compare les cités, les États ou les constitutions à des corps humains soumis aux mêmes lois de développement
et de déclin. Alors, un seul exemple peut suffire, tiré de l'Épitomée de Florus, composé à partir de l'histoire de Tite-Live, et qu'il compose, qu'il rédige vers 100 après Jésus-Christ. Si donc l'on considère le peuple romain comme un être humain et que l'on parcourt l'ensemble de son existence, comment il est né, comment il a grandi, comment il est parvenu, pour ainsi dire, à la fleur de la jeunesse, puis comment il a ensuite vieilli, on découvrira 4 étapes et phases de son développement. Alors, une seule remarque qui nous sera utile par la suite. Ici encore, comme chez Martien Fronton à propos du Peculium, on retrouve 4 âges, mais répartis différemment. La naissance, l'adolescence, l'âge pleinement adulte, la vieillesse. Il manque la dernière étape, la mort. Certes, Florus parlait du peuple romain, qui dans son idéologie était impérissable. Plus précisément, on peut voir une analogie entre ce genre de métaphore et la doctrine stoïcienne de l'Epiourosis, qui concevait le cosmos comme un être vivant. Epiourosis, bon, cela on s'en dit. Le monde naît, croît, vieillit et finit par mourir dans la conflagration universelle avant de renaître une fois encore. C'est avec cet arrière-plan qu'il faut comprendre la formule juridique Peculium nascitur, crescit, decrescit, moritur. Toute réalité inscrite dans le temps suit en cycle. Mais ne cherchons pas, une fois encore, des modèles philosophiques trop élaborés. Je le répète, les juristes utilisent avant tout des lieux communs culturels pour donner forme à la pensée juridique. Or, toute la culture antique était imprégnée de cette représentation cyclique. Les affaires humaines tournent en cercle. La seconde partie du texte de Martien redescend des auteurs métaphoriques vers la traduction juridique concrète. Alors, précisément parce que Martien adopte un ton didactique, le passage est très clair. Nous le lisons, le parcourons assez rapidement. Le pécule naît lorsque le maître donne à l'esclave quelque chose qui n'est pas tenu de lui fournir. Donc, d'abord, il reprend les 4 verbes et donc il les explique un par un. Alors, on s'est demandé comment naît le pécule. Donc, il répond le pécule naît lorsque le maître donne à l'esclave quelque chose qui n'est pas tenu de lui fournir. Alors, cette formule suscite la curiosité. Pourrait-on déduire que le maître avait, dans une certaine mesure, des devoirs moraux ou d'autres genres envers ses esclaves, qu'il devait leur assurer certaines choses? Ce n'est pas exactement ce que dit le texte. Martien, ici, dans ce texte, affirme seulement que si, et j'insiste sur le si, le maître donne quelque chose à l'esclave, cela constituera en pécule, deviendra peculium, uniquement s'il s'agit des biens qui dépassent le strict nécessaire, c'est-à-dire ce qui est directement lié à la survie de l'esclave comme objet ou comme instrument de travail. Un vêtement pour se couvrir, une couche pour dormir. Si le bien, en revanche, n'est pas indispensable, c'est comme si les maîtres avaient voulu faire un don à l'esclave, lui constituer un patrimoine autonome, quelque chose pour sa vie propre, au-delà de la simple machine à travail. La manière de raisonner est remarquable. Le texte ne dit jamais explicitement que le maître avait l'intention
ça c'est pour Rachel, de constituer en pécule, cette intention est déduite de la nature même de l'objet donné. Le type de bien incorpore, pour ainsi dire, la volonté du maître. Et le pécule se révèle une fois encore cet espace ambigu ouvert à l'intérieur du patrimoine du dominus, sorte d'interstice où peut se déployer l'existence active de l'esclave dans un monde juridique qui autrement l'ignore. Et comment le pécule croit-il? Martien n'a même pas besoin de l'expliquer. De même qu'il est né par l'adjonction de biens, il augmente lorsqu'on y ajoute d'autres biens, d'autres choses. Il décroît ensuite lorsque certains biens disparaissent. Martien évoque à ses propos les servi vicari, c'est-à-dire les esclaves adjoints, parce que le pécule pouvait lui-même contenir des esclaves appartenant au maître, mais affectés au pécule d'un autre esclave à lui. Ces dernières devenaient alors de vice-esclaves au service d'autres esclaves. Et si ces esclaves vicaires meurent, le pécule diminue, de même que lorsqu'un autre bien, une autre chose, périt, un animal qui meurt, une maison qui s'effondre. Bref, la disparition d'une chose entraîne le déclin du pécule. Intercidunt, les choses périssent, les choses tombent, déclinent, même les cours au Collège de France. On arrive enfin à la mort. Ce qui est significatif, c'est qu'il ne soit jamais question, par exemple, d'une disparition du pécule par simple réduction à zéro de tous les biens qui les composaient, ni même par la mort de l'esclave. Donc il ne dit pas ça se vide et donc il n'y a pas de pécule, parce que le pécule est quand même une idée juridique. Ça ne dépend pas de l'existence de biens. De même que la naissance dépendait d'un acte du maître, la mort du pécule dépend d'une décision de retrait. Cette perspective est révélatrice, elle montre que les juristes observent toujours les phénomènes du pécule depuis la rive du droit, où seul compte véritablement le maître et sa volonté. Le pécule n'est qu'une petite bulle creusée à l'intérieur du patrimoine du dominus. Si le maître le veut, cette bulle éclate aussitôt, toute séparation, même fragile, disparaît, le pécule est réabsorbé sans laisser de traces. Il meurt. C'est une façon aussi de souligner, par l'acte de sa disparition, la puissance du maître lors de sa création. C'est une perspective très différente de celle des historiens ou des sociologues qui étudient les pécules du point de vue des esclaves, de leurs besoins, de leurs activités économiques. On dit souvent que le pécule permettait aux esclaves de racheter leur liberté, qui constituait pour eux un encouragement à bien gérer leurs biens. Qu'est-ce que je veux dire, racheter leur liberté? Donc les esclaves étaient des biens qui appartenaient à un maître. Donc, c'était au maître de les affranchir, leur rendre leur liberté, ce que les maîtres pouvaient faire, par exemple, parce qu'ils aimaient bien les esclaves. Parfois, il y avait même des rapports, disons, des relations émotionnelles sentimentales entre l'esclave, le maître. Donc, il y a plein de raisons pour se décider d'affranchir un esclave. L'une des raisons était que l'esclave promettait au maître de lui donner une certaine somme d'argent ou de biens afin de racheter la liberté. Alors, vous comprenez, racheter la liberté, ça ne veut rien dire, parce que si un esclave apporte de l'argent au maître pour racheter sa liberté, effectivement, cet argent, même avant de le donner au maître, est déjà du maître.
Mais pourquoi le maître accepte cette mise en scène? Vous l'avez bien compris. Parce que c'était un encouragement à bien gérer leurs biens. Donc l'esclave ne demeure pas paresseux parce qu'il souhaite accumuler de l'argent pour pouvoir à la fin convaincre son maître à lui redonner sa liberté. Donc on comprend comme ça du point de vue économique et sociologique. Mais pour le juriste, le cycle naturel du pécule est précisément la fin et sa disparition. Il est destiné à être retiré à l'esclave. Pas que le pécule a pour vocation de lui permettre de se racheter. Donc, il ne faut pas confondre sociologie et droit. Disons le plus précisément. Chaque document exprime son propre point de vue et il faut respecter sa logique interne. Il n'y a rien de pire, pour moi au moins, quand on dit quelque chose et on s'attend et on l'interprète comme si on parlait d'autre chose ou comme si on assumait une perspective différente par rapport à celle que nous avons choisie. Alors peut-être ce que nous disons c'est faux, mais quand même il faut respecter la perspective qu'on a choisie. Et c'est dans cette perspective qu'il faut évaluer ce qu'on dit. Alors, chaque document doit être interprété avec ce même respect, surtout lorsqu'il s'agit de textes des anciens qui ne peuvent pas nous répondre. Alors, si l'on veut entrevoir ce qui se cachait derrière le discours des juristes, donc il faut aller voir ailleurs, se tourner, comme toujours, j'aime bien, vers la poésie. On trouve chez Ovide une élégie délicieuse, malicieuse, adressée à un esclave chargé par son maître jaloux de surveiller son épouse. Donc, ce maître nourrissait des soupçons qui n'étaient pas infondés, puisque Ovide, le poète, cherche effectivement à séduire cette femme sans pouvoir l'approcher à cause de la vigilance de ce gardien revêche. C'est alors qu'il conseille, il s'adresse directement à l'esclave, donc vous voyez, personne d'entre nous n'a jamais eu l'honneur de se voir adresser un poème, une élégie d'Ovide, mais c'est le cas de ce gardien. Donc il s'adresse à lui et le conseille de se montrer plus accommodant, de céder au désir de sa maîtresse. Il n'y trouvera, lui dit Ovide, que des avantages. Si tu es sage, mon gardien, cesse, crois-moi, de mériter la haine. C'est lui que l'on craint, on désire le voir périr. Mais laisse ta maîtresse aussi parfois se quereller avec toi, feindre de pleurer et te traiter des bourreaux. De ton côté, accuse-la de fautes qu'elle pourra facilement expliquer et par de fausses accusations détourne la crédibilité des vrais. Ainsi, ton honneur grandira sans cesse, ainsi ton pécule s'accroîtra grandement. Fais cela et en peu de temps, tu seras libre. À la aune de cette élégie, tout porte à croire que l'accumulation de biens dans le peculium avait pour finalité de permettre à l'esclave de réunir les ressources nécessaires pour racheter sa liberté. D'un point de vue économique, cela se comprend parfaitement. Il s'agit d'un mécanisme, comme je vous l'ai déjà dit, destiné à stimuler l'esprit d'initiative des esclaves au bénéfice ultime de leur maître. Dans ce cas, c'est un bénéfice un peu mitigé. Du point de vue juridique, tout cela relève de la métaphore.
les biens qu'un esclave accumule dans son péculium appartiennent déjà en droit au maître. Il est donc impropre de dire qu'il constitue véritablement le prix de son affranchissement. Alors, remarquez également l'expression alta peculia crescunt. Donc, le pécule, ton pécule, va s'accroître grandement. C'est le même verbe, c'est la même expression qui sera reprise un siècle après, plus ou moins, 2 siècles après, par Fronton et Martien. En somme, entre économie, sociologie et droit, un même objet peut recevoir des descriptions différentes. La construction juridique imposait sa propre logique et celle-ci trouvait dans la métaphore de la cyclicité son mode d'expression privilégié. Avant de quitter les textes de Martien, j'insiste encore une fois sur le fait que ce texte nous offre l'un des rares exemples où les juristes s'attardent sur la nature métaphorique de leur propre langage et montrent qu'ils en ont conscience. Pourquoi j'insiste? Parce que pour quelqu'un qui s'intéresse aux métaphores dans le langage des juristes romains, très bien savoir quel était leur ressenti, leur attitude vis-à-vis des métaphores. Est-ce qu'ils, comme souvent ça nous arrive, produisaient des métaphores sans le savoir? Nous voyons ici qu'il y avait aussi une conscience, une réflexivité sur cette dimension. Alors, cela me permet de tirer les fils de cette exploration du langage des juristes romains. Nous étions partis d'une idée ancienne redevenue très actuelle. Sans métaphore, il n'existe pas de discours technique possible. Philodème de Gadara, le philosophe épicurien dont les textes ont été retrouvés dans la villa des papyrus d'Herculaneum, le disait déjà, et les cognitivistes contemporains le répètent aujourd'hui, conscients que nous vivons à travers les métaphores. Aucune technique, dit Philodème, ne peut dire un mot lorsqu'elle est privée du secours des métaphores. Si l'on passe en revue les métaphores que j'ai analysées tout au long de ces 2 dernières années, 2004 et 2006, on a l'impression que ces propos s'avèrent justes. La première année, nous avons parlé du navire et de la chaloupe, ensuite de la famille comme corps, la distinction entre le corps et l'âme, le caput, la tête, comme expression de la condition juridique de l'homme, la manus injectio, la mainmise, et l'obligation, les degrés de la parentèle, le consentement comme rencontre dans un même lieu et le transfert de la propriété conçue comme le déplacement d'une chose. Cette année, nous avons abordé d'abord la métaphore corporelle au carré, pour ainsi dire, celle du corps du droit, du corpus iuris. Ensuite, les fruits, qui sont révélés non pas une métaphore organique, mais déjà un concept juridique. Puis, le sort comme capital et les usures. Vous vous souvenez de la séance sur le prince père de la patrie, et la patrie elle-même comme métaphore du peuple conçue comme famille. Nous avons parlé du gage, comme bien, disons, mobilier qui passe de main à main. La rigidité, linéarité du droit. Comment ne pas se souvenir de l'alluvion, image conceptuelle de l'attraction entre institutions juridiques et de la transformation progressive des rapports. Ensuite, la voix, les yeux, les parfums de loi. Et, bien sûr, le lit d'Ulysse de Pénélope comme métaphore, disons, du concept, de l'évolution du concept de suppellex, de mobilier domestique.
Alors, les métaphores que nous avons choisi d'étudier sont celles qui donnent un corps animé, un objet inanimé, voire un concept. Souvent, ce sont des métaphores véhiculées par des verbes, plus encore que par des substantifs, des métaphores discrètes, peu visibles, mais qui constituent la trame même du discours des juristes. Nous avons vu qu'elles remplissent plusieurs fonctions. Alors, une fonction mnémotechnique et iconique. L'exemple parfait, c'est la métaphore de Fronton sur les vicissitudes du peculium comparé aux âges de la vie. Donc, on se souvient aisément de ce cycle des possibilités qui s'ouvrent dans l'évolution du pécule. Ensuite, une fonction lexicale, une fonction qu'on a aussi bien explorée avec les contributions notamment de Michaela Rossi et de Marco Fasciolo, la fonction d'enrichir le vocabulaire juridique, trouver des noms aux choses qu'on veut nommer. Obligatio, manus, caput, fenus, sors. Enfin, il y a une fonction argumentative que j'aime bien, comme dans l'exemple, vous vous souvenez peut-être de la définition de la chaloupe, est-ce que la chaloupe fait partie ou pas du navire, et problème qu'on a résolu, les juristes ont résolu par cette métaphore de du très petit navire. Ensuite, comme d'autres exemples, la définition que le 12 tables donne du meurtre, de l'homicide préintentionnel, qui ne trouve pas de définition dans la loi de 12 tables, mais qui est décrit par l'action, et cette action est décrite métaphoriquement. C'est l'arme qui est plutôt échappée de la main plutôt qu'elle n'a pas été jetée. Alors, je pense que plutôt que dire que les métaphores sont fréquentes, il faudrait tenter l'expérience inverse, que serait la pensée juridique sans métaphore. Les métaphores, et les étudier, m'ont paru utiles à 3 égards du point de vue d'une recherche en histoire du droit. D'abord, parce que l'effort pour les repérer et pour comprendre leurs fonctions ouvre, me semble-t-il, un niveau supplémentaire du texte qui permet d'approfondir encore l'intelligence de raisonnement juridique propre à chaque source. Ce que je veux dire, c'est que l'effort qu'on fait à repérer, si jamais il y a une métaphore, quel est son rôle, et de distinguer la métaphore d'autres figures de pensée, fait qu'on est davantage attentif au texte. Car tout ce qui fait que nous sommes ou pas de bons exégètes, c'est l'attention qu'on prête au texte. Et donc, si nous avons des angles d'attaque multiples ou des angles d'attaque particulièrement tenaces, donc ça redouble notre attention. À la fin, la compréhension devient plus profonde. Et deuxième perspective, les métaphores nous révèlent par touches, petites touches, l'univers mental des juristes, leur pensée noble, aussi bien que leurs préjugés, car toute métaphore dérive d'un vécu et d'une représentation mentale qu'on souhaite transposer pour exprimer quelque chose d'autre. Donc c'est une fenêtre qui s'ouvre, disons, qui me permet de mieux pénétrer, percevoir la mentalité des juristes. Troisième
perspective, l'étude du langage des juristes romains offre aux juristes d'aujourd'hui les instruments nécessaires pour mesurer si les métaphores qui parsèment encore aujourd'hui les textes qu'on emploie, du droit en vigueur, sont vivantes ou pas. C'est-à-dire dans quelle mesure elles ne sont plus que des sédiments, des alluvions du langage élaboré par les Romains. Donc souvent, il s'agit de métaphores très importantes, mais est-ce qu'il s'agit encore vraiment de métaphores ou il ne s'agit que de l'élargissement du lexique et les métaphores ont effectivement perdu tout ou presque leur force conceptuelle. Alors, comme je vous l'ai dit, j'espère donner à ces métaphores l'abri et la forme d'un livre. L'année prochaine, le cours portera sur tout autre sujet, les lieux communs. Une histoire critique des idées reçues sur le droit romain. Comme vous l'avez compris, je l'espère, je déteste les lieux communs. Je déteste la réduction de l'histoire à des paradigmes. Je déteste la simplification et l'usage politique de l'histoire. Pour moi, tout est détail, nuance, vibration. Je vous accompagnerai à travers certains de ces lieux communs que j'essayerai de déconstruire à la lumière des recherches les plus récentes. Ce sera donc aussi une manière de parcourir les grands thèmes du droit de la Rome antique, mais ce sera également l'occasion de nous poser une question: pourquoi les lieux communs, les idées reçues, rencontrent-ils un tel succès? Pour conclure, il ne reste plus qu'à convoquer, à évoquer encore une fois l'arche dont parlait Alfred Tennyson et à relire encore quelques vers, en plus de ceux que j'avais déjà lus, parce que ces vers qui s'ajoutent me plaisent beaucoup. I am a part of all that I have met. Je fais partie de tous ceux que j'ai rencontrés. Pourtant, toute expérience est une arche à travers laquelle luit ce monde inexploré dont l'horizon s'efface à jamais, sans fin, à mesure que j'avance. Quelle tristesse ce serait de s'arrêter, de marquer le pas, de rouiller sans ternir, de perdre le lustre de l'usage, comme si respirer était vivre. Mais chaque heure qui passe est sauvée du silence éternel, mieux encore, elle est porteuse de choses nouvelles. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine, ici même, c'est-à-dire devant cette arche. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je tiens beaucoup à remercier François Vaquet qui m'a aidé pendant toute cette année, tous mes collègues qui ont l'avantage d'être plus jeunes que moi, et vraiment de vous remercier infiniment parce que si on fait ce métier, c'est pour transmettre quelque chose et d'avoir quelque chose en retour. Donc, dans ce cas, je suis très heureux. Merci beaucoup. Et je vous invite à rester pour écouter Carlo Ossola. Ce n'est pas tous les jours que nous avons cette possibilité.